Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'association marocaine d'urologie pour l'invitation. Et c'est toujours un plaisir d'être parmi vous, même si c'est en distanciel. Malheureusement, je n'ai pas pu être parmi vous en présentiel. Donc, je vais partager mon écran pour la présentation. Donc, on m'a demandé de vous parler du traitement des cancers de vessie métastatiques. Et en fait, on va se concentrer bien sûr sur le carcinome urothélial de vessie, qui est le plus fréquent et qui est celui pour lequel la majorité des essais cliniques sont destinés. Alors, on va parler dans un premier temps à la première ligne de traitement, donc quand le patient va avoir un diagnostic de carcinome urothélial avancé ou métastatique, et on verra qu'il y a deux catégories de patients, les patients qui sont fit au cisplatine et les patients qui sont unfit au cisplatine. Puis, on parlera dans un deuxième temps du traitement de deuxième ligne quand ces patients vont progresser après un traitement de première ligne, et majoritairement, ce sont des patients qui progressent après une chimiothérapie. Alors, historiquement, le premier protocole standard dans le carcinome urothélial de vessie métastatique, c'est le MVAC. Donc, c'est une association de méthotrexate, vinplastine, adria et cisplatine. Cisplatine, on verra que c'est la drogue majeure de chimiothérapie dans le carcinome urothélial de vessie. Et déjà, dans les années 90, dans les années 90, on voyait déjà que cette association MVAC permettait d'obtenir un taux de réponse très intéressant de l'ordre de 70%, avec même des réponses complètes. Il n'y avait pas d'avantage à faire plus de 6 cycles. Par contre, le MVAC, il faut le manier avec prudence parce qu'il s'agit d'un protocole qui peut donner pas mal d'effets secondaires. Notamment, il y a un risque de toxicité hématologique avec des neutropénies fébriles, des mucites et parfois même des décès toxiques, donc dans une proportion de 3% des cas. Ça, c'est le MVAC standard. Il faut savoir que par la suite a été développé le MVAC intensifié. Le MVAC intensifié, c'est celui qu'on fait actuellement. Le MVAC standard a été quasiment abandonné au profit du MVAC intensifié. Le MVAC intensifié se fait tous les 15 jours, mais avec des facteurs de croissance hématopoïétique. Ces deux protocoles ont été comparés. Il semblerait qu'il y ait une meilleure efficacité du MVAC intensifié sans qu'il y ait plus de toxicité. Donc, si on veut retenir un des protocoles standards du carcinome urothélial de vessie métastatique, c'est bien le MVAC intensifié avec facteur de croissance. Alors, quand même, le MVAC intensifié, on ne peut pas l'administrer à tous les patients, même si c'est avec les facteurs de croissance, on continue à avoir des patients pour lesquels on ne peut pas proposer ce protocole. Et à partir des années 2000, il y a eu l'émergence de ce nouveau standard dans le carcinome urothélial de vessie métastatique, qui est l'association gemcitabine-cisplatine. Et donc, ces deux protocoles ont été comparés au sein d'une étude pour voir si le GC était supérieur au MVAC. Et en fait, ce qui a été démontré, c'est qu'ils étaient équivalents à peu près en termes de réponse, en termes de survie. Mais ce qu'il y avait aussi, là on voit les courbes de survie entre MVAC et GC, donc des courbes qui se superposent en termes de survie sans progression et de survie globale. Par contre, le GC était moins toxique, comme on voit ici, moins de neutropénie fébrile, beaucoup moins de mucites, ce qui en a fait également un nouveau standard. Et dès lors, on disposait pour les patients qui sont fit au cisplatine, on dispose toujours de deux protocoles, le MVAC intensifié avec facteur de croissance et l'association gemcitabine-cisplatine qui est moins toxique. Ça, c'était pour les patients fit au cisplatine. Le cisplatine est une molécule de chimiothérapie qui peut donner des effets secondaires, notamment qui est contre-indiquée en cas d'insuffisance rénale et qui nécessite pour son maniement donc une hydratation pour éviter donc les problèmes d'insuffisance rénale. Alors, les patients unfit au cisplatine, ils ont été définis au cours donc d'un groupe de travail et d'un consensus. Et globalement, on retient comme facteur pour être fit au cisplatine, notamment un état général conservé, une clairance de la créatinine supérieure à 60 ml par minute. Et les patients qui ne présentent pas ces facteurs sont unfit au cisplatine. Les autres facteurs qu'on peut retenir sont l'existence d'une neuropathie périphérique et également une insuffisance cardiaque et donc tout ceci va rendre ces patients
unfit aux cisplatines, et c'est un nombre non négligeable dans les carcinomes urothéliaux de vessie métastatique parce qu'ils peuvent se présenter avec une insuffisance rénale et peuvent également avoir d'autres comorbidités liées à l'âge ou à des maladies préexistantes telles que le diabète, les cardiopathies, etc. Pour ces patients qui sont unfit aux cisplatines, il y a eu quelques études de phase 2 pour essayer de rechercher d'autres associations qui peuvent être efficaces, et notamment il y a un cousin du cisplatine donc qui est la carboplatine, donc qui a été testé dans cette situation, et là nous disposons de cette étude de phase 3 qui avait comparé donc un variant du protocole GC, donc en remplaçant le cisplatine par la carboplatine, c'est gemcitabine carboplatine avec le MVAC, et cette fois-ci en remplaçant également le cisplatine par la carboplatine. Ce qu'on a remarqué, c'est que ces deux protocoles étaient équivalents sur le plan de l'efficacité, notamment en termes de réponse, de survie. Par contre, beaucoup moins de toxicité en cas donc pour l'association gemcitabine carboplatine par rapport au MVAC avec la carboplatine, qu'on appelait le MCAVI, et dès lors, les patients qui étaient unfit aux cisplatine pouvaient recevoir cette association gemcitabine carboplatine. Je tiens juste à rappeler que même si la carboplatine est moins toxique sur le plan rénal, qu'on a ces données, le cisplatine demeure le standard pour les patients qui sont fit et éligibles. Là, on a une analyse poolée de plusieurs études démontrant un bénéfice toujours présent du cisplatine par rapport à la carboplatine. Il faut savoir que tous les cancers de vessie n'ont pas le même pronostic et qu'il y a certains facteurs pronostiques, notamment l'état général, donc le performance status inférieur à 2, et la présence de métastases viscérales qui est un facteur de mauvais pronostic, et qu'on verra que la survie est très variable d'un patient à un autre en fonction du nombre de facteurs pronostiques. Donc, elle peut s'étendre de 33 mois en médiane jusqu'à 9 mois quand il existe 2 facteurs pronostiques. Donc, au total, pour la chimiothérapie, là, on est en première ligne de traitement. On peut dire que les cancers de vessie sont chimiosensibles. Pour les patients qui sont fit, il faut donner un protocole avec du cisplatine, le MVAC intensifié en l'occurrence avec des facteurs de croissance, ou l'association gemcitabine cisplatine. Pour les patients qui sont unfit, on a la possibilité de donner gemcitabine carboplatine. Donc ça, c'était le standard. En tout cas, pour la chimiothérapie, c'est toujours le standard. Mais on verra qu'aujourd'hui, nous avons réalisé des progrès. Et l'arsenal thérapeutique s'est élargi, notamment avec l'introduction de l'immunothérapie anti-checkpoint. Alors, cette immunothérapie a été introduite d'abord en deuxième ligne de traitement. On verra quand j'aborderai la partie deuxième ligne de traitement, quels sont les essais qui ont mené donc à la validation de ce traitement en deuxième ligne. Puis, ils ont été passés en première ligne de traitement. L'immunothérapie anti-checkpoint a été testée en monothérapie selon plusieurs modalités. On verra en monothérapie, en association à la chimiothérapie et en stratégie de maintenance, si on va essayer de voir ces différentes situations. Alors, rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez parlé d'immunothérapie tout au long de la journée, notamment dans le cancer du rein. L'objectif de l'immunothérapie est de restaurer la réponse immunitaire antitumorale en inhibant les freins de cette réponse immunitaire. Il faut savoir qu'on a des anticorps monoclonaux anti-PD1 et je citerai en chef de file le pembrolizumab. D'ailleurs, c'est le seul qui est disponible au Maroc pour les anti-PD1. Et pour les anti-PDL1, donc le ligand, là, il y a la tezolizumab, également disponible au Maroc. Ce sont les 2 molécules d'immunothérapie qui sont actuellement disponibles. On verra qu'il y a aussi l'avelumab qui a un rôle dans le carcinome urothélial de vessie, mais il n'est toujours pas disponible dans notre contexte. Alors, globalement, pour l'immunothérapie en monothérapie, et là, on est en première ligne de traitement. Je vous rappelle que tout à l'heure, je vous ai dit que c'était la chimiothérapie le standard. Alors, cette immunothérapie peut-elle se substituer à la chimiothérapie? Et en fait, on dispose de ces 2 études de phase 2 qui ont testé l'immunothérapie en monothérapie, donc le pembrolizumab pour l'étude Keynote 52 et l'atezolizumab pour l'étude Invigor 210. Et cette fois-ci, dans une population
particulière dont on a parlé tout à l'heure, celle des patients qui sont inéligibles, qui sont unfit aux cisplatines. Et l'inéligibilité a été définie dans ces études par une altération de la fonction rénale, de la fonction donc de l'audition, la neuropathie périphérique et l'état général supérieur ou égal à 2 pour le performance status. Donc, on voit que globalement, l'immunothérapie en monothérapie permettait d'avoir un taux de réponse de l'ordre de 25%, une survie médiane, on voit ici, entre 11 et 16 mois. Et pour les courbes de survie, on voit encore ces courbes en plateau qu'on a l'habitude de voir sous immunothérapie, c'est-à-dire que les patients répondeurs peuvent être longs répondeurs et longs survivants avec des durées de réponse qui sont prolongées. Donc ça, c'était pour l'immunothérapie en première ligne chez les patients inéligibles aux cisplatines. La chimiothérapie demeure le standard quand les patients peuvent la recevoir. Maintenant, cette indication de l'immunothérapie en monothérapie a été affinée par des analyses en sous-groupe en fonction d'un biomarqueur qui s'appelle le PDL1, que généralement on recherche en immunohistochimie et auquel nos anatomopathologistes sont assez bien entraînés, notamment dans le cancer du poumon. Et en fait, donc l'expression du PDL1 peut être demandée en immunohistochimie. Et on a vu dans cette étude que pour l'atezolizumab, les patients qui avaient une forte expression du PDL1 avaient de meilleurs résultats par rapport à ceux qui n'en avaient pas. Et le cutoff, c'était 5%. Il faut savoir que le biomarqueur PDL1 n'est pas le même pour toutes les molécules et ne doit pas se rechercher de la même façon. Si on compte administrer de l'atezolizumab, il faut demander à l'anatomopathologiste de rechercher le pourcentage de fixation au niveau des cellules immunitaires. Et ici, en l'occurrence, donc pour indiquer l'atezolizumab en première ligne chez les patients inéligibles, il faut que le taux soit supérieur à 5%. Pour le pembrolizumab, donc dans l'étude Keynote 52, là encore, les patients qui bénéficiaient le plus, c'était les patients qui avaient un CPS supérieur ou égal à 10%. Donc, on le voit ici, à peu près plus de 40% de réponses, à peu près 40% de réponses objectives pour les patients qui ont un CPS supérieur ou égal à 10%. Et là encore, il y a une restriction pour l'indication du pembrolizumab en première ligne qui avait été donc émise par la FDA aux États-Unis, par l'Agence européenne. Pour le pembrolizumab, il faut que le CPS soit supérieur ou égal à 10%. Et pour que l'atezolizumab, il faut que les cellules immunitaires marquant le PDL1 soient supérieures ou égales à 5%. Alors, il faut savoir qu'il y a eu un update de cette étude Keynote 52 avec le pembrolizumab, avec des résultats à 5 ans. Et on voit dans cette étude que même les CPS inférieurs à 10% peuvent avoir un taux de réponse de l'ordre de 20%. Avec cet update, la FDA a élargi l'indication du pembrolizumab aux patients inéligibles aux sels de platine, quel que soit le PDL1. Par contre, en Europe, il y a toujours la restriction pour la positivité du PDL1. Dans notre contexte également, l'AMM est pour les patients qui sont inéligibles aux sels de platine, aux cisplatines, et qui sont PDL1 positif pour indiquer l'immunothérapie en monothérapie. Deuxième stratégie évaluée est celle de l'association immunochimiothérapie. Cette association existe déjà dans d'autres pathologies cancéreuses et est considérée comme standard. Qu'en est-il dans les cancers de vessie? C'était assez décevant, l'association immunochimio en situation métastatique, et nous disposons notamment de 2 essais de phase 3, donc l'essai Invigor 130, donc qui a comparé l'atezolizumab en association à la chimiothérapie versus chimiothérapie et versus atezolizumab en monothérapie. Et cette étude était négative pour son objectif principal. Et la même chose pour l'étude Keynote 361 avec l'association pembrolizumab et chimiothérapie versus chimiothérapie. Donc, il y a un échec de la stratégie d'association immunochimio pour l'instant dans le carcinome urothélial de vessie métastatique, et cette association ne doit pas être utilisée comme standard. Probablement que la stratégie la plus intéressante est celle de l'utilisation de l'immunothérapie en maintenance. Et cette stratégie a été notamment évaluée dans l'étude Javelin Bladder. C'est une étude de
phase 3, où cette fois-ci des patients qui avaient un carcinome urothélial de vessie métastatique ont été évalués après une chimiothérapie à base de platine. Et en l'occurrence, ici, le protocole réalisé était soit la gemcitabine cisplatine ou gemcitabine carboplatine. Ces patients, lorsqu'ils étaient répondeurs ou stables, c'est-à-dire qu'ils ne progressaient pas, étaient randomisés entre l'avelumab, c'est une immunothérapie anti-PDL1 qui n'est pas encore disponible au Maroc, versus soins de support, et le traitement était poursuivi jusqu'à progression. Globalement, à peu près plus de 50% des patients avaient reçu gemcitabine cisplatine et l'autre moitié gemcitabine carboplatine. Il y avait dans une proportion donc assez comparable des métastases viscérales versus non métastases viscérales. Alors, il y avait une amélioration significative de la survie sans progression avec une diminution de 38% de risque de progression et également un bénéfice en survie globale avec une survie médiane de l'ordre de 21 mois de l'avelumab en maintenance par rapport aux soins de support. L'analyse en sous-groupe de cette étude a montré qu'il y avait un bénéfice, quel que soit le type de chimiothérapie utilisée en induction, gemcitabine cisplatine ou gemcitabine carboplatine, et quelle que soit la réponse, avec peut-être un peu mieux pour les patients qui sont répondeurs par rapport à ceux qui sont stables. En termes de faits secondaires, globalement, pas de toxicité grade 4 et 5, globalement des effets secondaires connus de l'immunothérapie que nous avons l'habitude de gérer, notamment les dysthyroïdies, il peut y avoir de la toxicité cutanée, pulmonaire, des colites, enfin, ce que nous avons l'habitude de gérer avec l'immunothérapie anti-checkpoint. Je rappelle, comme je vous le disais, l'avelumab, pour l'instant, n'est pas encore disponible dans notre contexte. Et donc, si on veut se résumer en première ligne dans le carcinome urothélial de vessie métastatique, ce sont les guidelines européennes de 2021 de l'ESMO. La meilleure stratégie, c'est la chimiothérapie toujours à base de cisplatine. C'est le standard, c'est le gold standard. Donc, c'est si le patient est éligible au cisplatine, c'est une chimiothérapie à base de cisplatine, et en l'occurrence, dans l'étude Javelin, c'était gemcitabine cisplatine. Et si le patient ne progresse pas, on propose normalement une maintenance par avelumab, qui est actuellement un standard. Si le patient est inéligible au cisplatine, on a la possibilité d'utiliser l'association gemcitabine carboplatine, suivie d'une maintenance par avelumab. Donc, ce qu'il faut garder en tête, le protocole standard, c'est une chimiothérapie pendant 4 à 6 cycles, suivie d'une maintenance par avelumab. Alors, on a toujours Je crois qu'il y a un problème de possibilité. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, mais ici, on ne vous entend plus. Administrer l'immunothérapie en MIF. Je vous rappelle que le Vous n'entendez pas? Il y a eu un moment. Vous n'entendez plus depuis tout à l'heure ou juste maintenant? Non, ça fait à peu près 30 secondes ou 1 minute. Donc, si vous pouvez peut-être reprendre les 30 dernières secondes. D'accord. Donc là, vous m'entendez? Très bien, parfaitement. D'accord. Alors, donc, voilà. Donc, ce que je vous disais pour les carcinomes urothéliaux de vessie métastatique, donc pour les patients qui sont éligibles aux cisplatines, le standard, c'est la chimiothérapie à base de cisplatine en induction, gemcitabine cisplatine en l'occurrence, si on veut suivre le protocole de Javelin-Bladder, et suivi d'une maintenance par avelumab. Si le patient est inéligible aux cisplatines, c'est l'association gemcitabine carboplatine suivie d'une maintenance par avelumab, et on a toujours la possibilité de donner l'immunothérapie en monothérapie pour des patients qui sont inéligibles à une chimiothérapie, mais avec la condition d'avoir un PDL1 positif. Et les 2 molécules qui sont approuvées dans cette indication sont à la fois le pembrolizumab et l'atezolizumab. Alors, qu'en est-il de la deuxième ligne? Donc, la deuxième ligne, elle s'adresse à une proportion beaucoup plus faible de patients. Ce sont des patients qui ont progressé sous une première ligne de traitement et qui gardent un état général suffisamment bon pour qu'on puisse leur proposer un traitement en deuxième ligne. Habituellement, ce sont des patients, en tout cas particulièrement dans notre contexte marocain, ce sont essentiellement les patients qui ont une chimiothérapie à base de platine. On verra qu'on a l'autre catégorie de patients qui peuvent avoir eu une chimiothérapie
et une immunothérapie, puisqu'actuellement, c'est le standard de faire de la chimio suivi d'immunothérapie en maintenance. Donc, globalement, il faut savoir qu'il y a des facteurs pronostiques qui définissent quand même quels sont les patients de bons et de mauvais pronostics en deuxième ligne, notamment le taux d'hémoglobine, l'envahissement hépatique et l'état général des patients. Alors, historiquement, la chimiothérapie a avoir démontré un bénéfice en deuxième ligne, c'est la vinflunine qui avait été comparée aux soins de support. Mais je peux vous dire que ce protocole a été rapidement abandonné, notamment à cause d'une toxicité importante de la vinflunine. Alors, on va dire que le gold standard en deuxième ligne, en particulier chez des patients qui ont eu que la chimiothérapie en première ligne, c'est l'immunothérapie en monothérapie. Et dans ce sens, il y a eu plusieurs études de phase 2 et de phase 3, évaluant plusieurs molécules d'immunothérapie. On le voit ici, l'atezolizumab, le pembrolizumab, l'avelumab, le nivolumab et le durvalumab. Ils ont tous été testés en deuxième ligne. On a des taux de réponse de l'ordre de 20%, des médianes de PFS de l'ordre de 2 mois. On va dire que peut-être la molécule qui a le plus grand niveau de preuve est probablement le pembrolizumab, puisqu'on a une phase 3 qui a démontré son bénéfice par rapport aux soins de support. Et globalement, je vous l'ai dit, nous, on a 2 molécules au Maroc, c'est le Pembro et l'atezolizumab. Donc, globalement, donc pour la FDA, ces 5 molécules sont approuvées en deuxième ligne. Pour les Européens, on a 3 molécules, l'atezolizumab, nivolumab et pembrolizumab en deuxième ligne. Chez nous au Maroc, comme je vous disais, on ne dispose que de l'atezolizumab et du pembrolizumab. Et ces molécules sont indiquées indépendamment du biomarqueur, comparativement à la première ligne dont je vous ai parlé tout à l'heure, où il faut absolument que le biomarqueur soit positif pour qu'on puisse administrer l'immunothérapie en première ligne chez les patients inéligibles au sel de platine. Alors, autre molécule intéressante, c'est l'enfortumab vedotin. C'est un anticorps drug conjugate, c'est une classe de médicaments qui associe un anticorps monoclonal qui cible un antigène tumoral. Ici, en l'occurrence, c'est une protéine membranaire qu'on va retrouver dans les carcinomes urothéliaux de vessie, qui est la nectine 4, et qui est conjuguée à une molécule de chimiothérapie qui est un antimicrotubule. L'objectif de cette association, de cette combinaison, et lorsque l'anticorps se fixe sur l'antigène tumoral, il est internalisé et la chimiothérapie va agir en intra-tumoral. Alors, l'enfortumab vedotin a été testé dans une étude qui a été publiée en 2021, carcinomes urothéliaux de vessie, qui ont progressé sous chimiothérapie à base de platine et sous immunothérapie. On a comparé l'enfortumab vedotin à une monochimiothérapie qui peut être soit du docetaxel, soit du paclitaxel ou de la vinflunine. Et donc, cette molécule a permis de démontrer un bénéfice en survie globale en faisant un nouveau standard thérapeutique dans cette situation, l'enfortumab vedotin étant pas encore non plus disponible. On avait également un bénéfice en taux de réponse avec un taux de réponse de l'ordre de 40% avec l'enfortumab vedotin versus 17% avec la chimiothérapie. Et il y a des toxicités d'intérêt pour l'enfortumab vedotin, notamment des toxicités cutanées qui peuvent être parfois sévères, et donc il faut être très prudent par rapport à ces toxicités cutanées, la neuropathie périphérique et l'hyperglycémie. Donc en deuxième ligne, il y a l'immunothérapie, si elle n'a pas été utilisée en première ligne, l'enfortumab vedotin après immuno ou après chimio-immuno. Alors, autre voie de signalisation intéressante et cible thérapeutique intéressante en cancer de vessie, c'est la voie du FGFR, du Fibroblast Growth Factor Receptor. C'est un récepteur qui peut être muté dans les cellules de carcinome urothéliaux de vessie, contribuant à une survie, une prolifération cellulaire, à une chimiorésistance, à une angiogénèse. À peu près 50% des cancers de vessie vont avoir cette mutation au niveau du FGFR. Et il faut savoir qu'il y a une multitude de molécules et d'études, certaines qui ont complété leur recrutement, d'autres en cours. Et l'une des molécules les plus avancées en termes de validation est l'erdavitinib, donc qui a été testée dans les carcinomes urothéliaux de vessie métastatiques avec à peu près 70% de réponse. Et cette molécule est approuvée aux États-Unis pour les patients présentant un carcinome urothélial de vessie avec des mutations et altérations du FGFR. Et si on veut se résumer par rapport
donc à la deuxième ligne. Donc globalement, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour des patients qui ont progressé sous chimiothérapie seule à base de cisplatine, et il s'agit de la majorité des patients dans notre contexte, puisqu'on n'a pas l'avelumab en maintenance, ces patients-là sont éligibles à une immunothérapie, le pembrolizumab ou l'atezolizumab. On a la possibilité de leur prescrire aussi l'enfortumab vedotin et l'irdafitinib, mais qui ne sont pas donc disponibles dans notre contexte. Pour des patients qui ont eu une chimiothérapie à base de platine avec une maintenance par l'avelumab, et c'est le standard actuel, mais bien que l'avelumab ne soit pas disponible chez nous. Donc, l'option dont on dispose est l'enfortumab vedotin et l'erdafitinib pour les patients qui ont une mutation EGFR. Bien sûr, il va persister peut-être quelques patients auxquels on a prescrit l'immunothérapie en monothérapie lorsqu'ils ont un PDL1 positif et qui sont inéligibles à une chimiothérapie. Là, ces patients-là, lorsqu'ils ont progressé sous immunothérapie, on a toujours la possibilité de prescrire l'enfortumab vedotin ou une chimiothérapie à base de platine. Et voilà, j'en ai fini avec ma présentation et je vous remercie pour votre écoute.